Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle saison de l'École du Futur sur School TV. Nous sommes jeudi 1er septembre et oui, c'est la rentrée et la rentrée de la tech aussi, on va le voir aujourd'hui. Mais d'abord, au programme, découvrir plus de 20 astéroïdes, c'est un jeu d'enfant pour cet astronome de 9 ans. La Brésilienne Nicole Oliveira sera dans Génération Talent. Il a toujours cette année une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Gaël, tu es avec nous, mais d'abord si je vous dis Universal Service Bus. Ça n'a pas l'air très intelligible comme ça. Par contre, si je dis USB, là tout de suite, tout le monde connaît, et ça fait plus de 26 ans que cette norme numérique s'est imposée dans nos vies. Complètement, et à tel point qu'on oublie souvent à quoi elle sert cette norme, puisqu'on est toujours à la recherche de ce cordon USB qui va nous permettre de recharger nos téléphones, nos tablettes et nos différents appareils. Donc je reviens dans cette chronique sur son histoire et à quoi évidemment on s'attend dans l'avenir avec ce port. Ça sent le vécu pour tout le monde ici sur ce plateau. 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, 438 millions d'euros levés auprès des investisseurs. Ce sont des chiffres prometteurs révélés par EdTech France, c'était au printemps dernier. Alors, l'EdTech peut-elle continuer sur sa lancée en cette rentrée de septembre? Pour en parler avec nous, Stéphanie Hospital, investisseur, CEO et fondatrice de One Ragtime. Bonjour à vous. Bonjour. Et Svenja Busson, présidente du European EdTech Alliance. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et le rêve de cette jeune Brésilienne, c'est de devenir ingénieure aérospatiale. C'est un défi qu'elle commence à relever dès maintenant, à l'âge de 9 ans. Nicole Oliveira a découvert plus de 20 astéroïdes possibles, ce qui lui vaut les honneurs du concours de l'Association des ingénieurs de l'Institut technologique de l'aéronautique. Direction tout de suite le Brésil pour découvrir cette étoile de la génération talent avec Édouard Denuot. C'est la jeune prodige de l'astronomie. Nicole Oliveira est une Brésilienne âgée de seulement 9 ans et elle est considérée comme l'astronome la plus jeune au monde. Nicolinha, comme elle est surnommée, vit à Fortaleza dans le nord-est du Brésil et sa passion, c'est la chasse aux astéroïdes. À son âge, elle en a déjà découvert plus de 20 grâce au projet Asteroid Hunters mis en place par le ministère des Sciences brésilien avec la coopération internationale de recherche astronomique, un organisme directement affilié à la NASA. Ce projet vise à initier les jeunes à la science en les impliquant dans des découvertes. Si les découvertes de Nicolinha sont homologuées, ce qui peut prendre plusieurs années, elle deviendra la plus jeune au monde à avoir découvert un astéroïde. Elle pulvérisera le record de l'Italien Luigi Sannino, âgé de 18 ans. Le professeur d'astronomie de Nicolinha explique qu'elle a un don. Elle repère tout de suite sur les images les points qui ressemblent à des astéroïdes et surtout, elle partage ses connaissances avec les autres enfants. De leur côté, ses parents racontent qu'ils ont compris que la passion de leur fille était sérieuse lorsque, pour ses 4 ans, elle a demandé un télescope en cadeau d'anniversaire. Un télescope qu'elle aura finalement à l'âge de 7 ans. Le rêve de Nicolinha, devenir ingénieure aérospatiale et construire des fusées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sur le bon chemin. Bon, on a toute une nouvelle héroïne ici en plateau. Aujourd'hui, c'est vraiment Nicole Oliveira. Gaël, je rappelle que parmi toutes les cartes que tu endosses au long de l'année, c'est aussi celle de l'Observatoire de Vernon, observatoire aussi spatial. Tu as des Nicole Oliveira dans tes équipes? J'en avais 24 la semaine dernière dans cet arrêt de Vernon. C'est impressionnant de voir à quel point cette génération, malgré tout ce qu'on peut avoir comme actualité anxiogène de cet été, s'intéresse aussi à ces sujets et se prend à rêver quand je pilote ces télescopes et que je leur montre un peu ce qu'ils sont capables de voir depuis Vernon, depuis le ciel de leur ville en fait. Stéphanie, Svenja, le fait de se dire que dès 9 ans, on peut avoir comme ça des envies de science, de numérique, d'espace, c'est encourageant quand même dans l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, ce contexte parfois un peu compliqué, un peu morose, mais on va y revenir. Bah écoute, c'est génial, c'est une jeune femme, elle a 9 ans, enfin c'est une enfant encore, et elle a envie d'être ingénieure. Donc il en faut plus, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les stats, c'est dans les écoles ingénieurs, on a encore très très peu de filles, même si ça va mieux, moins de 20 à 30%, je ne parle pas des écoles de développement. Ouais. Donc c'est fantastique, qu'elle trace sa voie. Svenja, ça vous inspire aussi? Oui, tout à fait. Les enfants sont naturellement curieux. On voit que par contre, plus ils grandissent, moins ils le sont et moins leur créativité est au rendez-vous. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire au jour le jour. Et on va le voir, on va voir comment on réalise justement ce travail, notamment avec les EdTech, puisque c'est la rentrée de l'EdTech, mesdames, messieurs. Première partie du talk tout de suite.
Et pour parler justement de cette nouvelle saison qui s'ouvre pour les technologies de l'éducation, on est évidemment en plateau avec Svenja Busson. Je rappelle que vous êtes présidente du European EdTech Alliance. C'est un consortium de 2450 startups, presque 2500 désormais, et organisations aussi du secteur en Europe. C'est-à-dire que vous allez mêler à la fois les entreprises numériques et les politiques publiques. Et puis Stéphanie Hospital, investisseur, CEO et fondatrice de One Ragtime. Je rappelle que vous avez été la première... Tu m'as tutoyé tout à l'heure, donc je vais reprendre le tutoiement et je vais le proposer pour tout le monde sur ce plateau. Moi, c'est la première émission de l'année, on y va. Je rappelle que tu as été la première à croire notamment en Studitrax, qu'on connaît très bien ici dans l'école du futur, l'application de révision en chanson. Tu as aussi investi au premier moment même de cette proposition dans OnOff, l'opérateur télécom virtuel de Tycris, qui était aussi venu sur ce plateau, Make.org, la Civitech d'Alex Daucher, ou encore Matchtune, qui allie IA et musique, est proposé par André Manoukian. Mesdames, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'EdTech, c'est un marché à part entière? C'est un gros mot de dire que l'éducation, c'est un marché tout court, Stéphanie? Non, je crois que c'est un marché. D'ailleurs, les investisseurs l'ont compris, puisque quand on regarde 2021, on a eu plus de 20 milliards qui ont été levés dans des entreprises de l'EdTech dans le monde. Ça a été une année record. 2022 commence plutôt bien. On a aujourd'hui des licornes dans l'EdTech. Alors, moi, j'aime pas trop le mot licorne. Je préfère des grandes entreprises, je préfère des ETI. Mais quand même, c'est un des marqueurs de réussite. Et puis, il faut qu'on investisse de plus en plus dans ça. Donc, toute la difficulté, d'ailleurs, c'est que les modèles de développement des EdTech passe souvent par une coopération avec l'éducation nationale, avec les school districts. Et en fait, c'est souvent là où c'est le plus compliqué pour les EdTech qui sont dédiés aux jeunes étudiants ou aux collégiens ou aux enfants. Et peut-être que l'avenir, c'est un modèle mix où on a plus d'EdTech qui sont à la fois dédiés au marché des étudiants et qui en même temps vont toucher des marchés plus commerciaux ou plus faciles de développement, comme tout ce qui est lié à la formation continue. Et on va y revenir justement parce qu'il y a 50 nuances d'EdTech, si j'ose dire, avec beaucoup de segments qui se différencient. Un secteur qui est trusté notamment par la formation professionnelle. Mais d'abord, Svenja, ce que je trouve intéressant dans la proposition justement du European EdTech Alliance, c'est que tu mixes en même temps ces entreprises du numérique, ces politiques publiques. Ça veut dire quoi? Qu'il faut une bonne dose à la fois de business et d'affaires publiques pour faire avancer le sujet de l'EdTech? Absolument, dans un monde idéal, il le faudrait. Et c'est vrai que si on a envie de changer l'éducation, il faut aussi les changer de l'intérieur et faire en sorte que les politiques publiques se transforment aussi. Après, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Les business models en B2G, business to government, sont extrêmement difficiles d'accès. Et donc, pour l'instant, soit c'est les parents qui payent encore, soit on arrive à trouver, avec des appels à projets publics, des financements publics. Mais c'est très, très compliqué en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple parce que, comme tu le disais, il y a les school districts et les school districts ont tous un budget EdTech. Donc, ils ont vraiment dans leur culture cette culture de la EdTech, ce qui n'est pas du tout le cas, malheureusement, en France, en Allemagne ou dans d'autres pays européens. On est très, très loin de cette culture du numérique. Voilà, c'est pas inné quoi, chez nous. On en a un peu peur, d'ailleurs. Et avec vos postes d'observation complémentaires, Stéphanie du côté VC, investisseur, et toi, Svenja, du côté justement des EdTech, vous observez le même phénomène dans tous les pays où vous essayez de trouver soit des pépites dans lesquelles investir, soit des startups à faire pousser? Alors, je crois que le phénomène, il est partout, même aux États-Unis. Les school districts, ils ont des budgets. Mais il ne faut pas croire que c'est facile d'obtenir ces budgets. Et on est quand même dans un fonctionnement qui est quand même assez long et assez morcelé, puisqu'il faut s'attaquer à chacun des États. Donc on ne peut pas avoir véritablement, quand on cible ces marchés, une politique de distribution générale. Donc c'est là où, en fait, il faut que nos EdTech, elles trouvent des leviers de distribution qui ne passent que pas simplement par l'éducation nationale. Oui, pour les États-Unis, c'est 50 États et 50 finalement systèmes éducatifs différents. Clairement, donc en fait c'est aussi fragmenté que l'Europe. Peut-être que en Inde, et c'est là où on a le plus gros acteur de l'EdTech avec Bayou, on a un marché de 1,5 milliard d'étudiants collégiens. Alors 1,5 milliard, c'est pour le nombre total d'Indiens, mais on est encore sur des populations très jeunes. Je rappelle qu'on a 1,6 milliard d'élèves dans le monde auxquels on peut adresser ce segment-là, EdTech en particulier. Donc 1,6 milliard d'étudiants dans le monde. Personne n'a réussi aujourd'hui à le craquer au niveau mondial. On
on le craque par géographie. Comme toujours, c'est les sujets les plus internationaux qui se sont développés, l'apprentissage des langues, la formation professionnelle, tout ce qui était internationalisable. Là, on arrive à un moment où, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je crois qu'on ne peut pas, nous, se vouloir une start-up nation, ou en tout cas avoir un volant numérique très développé pour le développement en France et en Europe, sans commencer par la base, c'est-à-dire l'éducation. Donc oui, il faut en faire plus, et ça sera toujours un mix entre des politiques privées, des initiatives de start-up qui veulent tout disrupter et aller plus vite, et aussi travailler sur les modes d'éducation. C'est pour ça que nous, quand on a investi dans StudyTrax, on s'est dit mais c'est génial parce qu'on va reconnecter les étudiants avec ce qui fait leur loisir au quotidien, la musique, les chansons, et apprendre par la musique, par les chansons. Non, c'est pas un gadget. En fait, c'est une vraie façon de mémoriser. Et je crois que c'est ces initiatives qui mêlent des initiatives privées comme des StudyTrax et autres, qui vont faire que ça va faire bouger les lignes au sein de l'éducation nationale. Et je reviens vers Svenja dans un instant, mais si on suit l'exemple, par exemple, de StudyTrax, on voit qu'au départ, c'était un projet dans lequel, toi, avec ton œil d'investisseur, tu t'es dit oui, il y a vraiment une potentialité à développer. Et puis, au fur et à mesure, StudyTrax a été labellisé par l'Éducation nationale. C'est une application qui fait désormais partie de la toolbox, de la boîte à outils des enseignants et des enseignantes, qui peuvent s'en emparer et, du coup, adapter StudyTrax avec leurs cours, pouvoir en faire des tracks musicales à composer. On a reçu notamment des professeurs qui le font au quotidien dans leur collège, pouvoir composer avec l'ensemble de leur classe une nouvelle partition. Au-delà du jeu de mots, ça fait vraiment bouger l'ensemble de l'éducatif. Ouais, et ce qui est amusant avec StudyTrax, c'est qu'en fait, au départ, nous, quand on a investi, l'équipe était en Angleterre et visait le marché US. Puis il y avait aussi un des fondateurs, Alexandre Roupert, qui était basé à Paris, enfin qui revenait à Paris. Et en fait, les school districts, on a eu une première année où on a vu que c'était pas si simple que ça. Et Alexandre s'est dit, bon, on va d'abord essayer de le faire marcher sur la France. Et il a eu une capacité à la fois travailler au niveau des politiques, des écoles, de l'éducation nationale, des initiatives privées aussi, puisque StudyTrax, il y a des programmes de formation professionnelle, pour développer. Il y a un seul enseignement autour de StudyTrax, c'est la ténacité du fondateur qui fait qu'à un moment, sur l'éducation, on est sur des temps longs. On l'intègre dans le modèle de développement de la société. Et par contre, quand ça marche et quand ça commence à se développer, là, ça peut devenir très gros. Et j'espère que d'ailleurs, StudyTrax retournera aux États-Unis. Oui, absolument. Et ça nous permet de faire aussi un hello amical à Kevin Faure, qui doit nous regarder avec sa classe de collège et qui est venu plusieurs fois dans cette émission, qui est notamment un des profs qui utilise StudyTrax vraiment au quotidien. Mais ça veut dire quoi aussi concrètement? Il y a la ténacité des fondateurs, jusque-là, ok. Mais il y a aussi le fait de se dire qu'on a besoin de reposer sur plusieurs jambes différentes, sur plusieurs business models différents pour réussir à, en même temps, on n'est pas des ONG, donc à pouvoir quand même gagner de l'argent sur une partie du business model pour ensuite revenir sur le cœur de métier, sur ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire vraiment pouvoir perfuser dans l'éducation nationale. C'est un peu ça le modèle qu'il faut retenir, mesdames? Je crois que pour toutes les entreprises, avoir un modèle d'affaires diversifié, c'est sain. Et en l'occurrence sur StudyTrax, le fait de pouvoir commencer à faire des programmes privés et en même temps être sur l'éducation nationale, ça permet de montrer qu'il y a un vrai usage et d'arriver à matérialiser, in fine, que ça répond à un besoin et que c'est plus efficace. Ouais. Donc en fait, à la base, si on était resté sur le simple cycle de l'éducation nationale, ça aurait peut-être été très, très long parce qu'il faut une rentrée, deux rentrées, trois rentrées. Donc là, ça a permis d'accélérer et j'espère que ça va permettre aussi de rendre compte de manière, je dirais, chiffrée que oui, pour apprendre, c'est efficace et que les élèves qui utilisent ce moyen pédagogique, eh bien, in fine, on peut lutter contre le décrochage scolaire, ce qui était la première mission de StudyTrax. Absolument. C'est un conseil que tu donnes aux 2450 startups du European Tech Alliance, Svenja, cette idée de se dire qu'il ne faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. OK, il y a une mission fondamentale qui est vraiment celle de pouvoir aider l'éducation, quel que soit le pays européen ou de l'Union européenne dans lequel on est implanté, à avancer d'un point de vue numérique, mais il faut aussi penser à la façon dont on va pouvoir justement pérenniser son entreprise, sa start-up.
Ça c'est certain. Alors oui, je le conseille aux startups qui sont dans le K12, ce qu'on appelle le K12, donc du jardin d'enfants jusqu'à la terminale, parce que c'est un marché extrêmement compliqué à adresser, surtout en Europe. Et donc oui, je leur conseille de plutôt aller aussi vers des adultes, vers des étudiants plus âgés. C'est évident. Après, voilà, en Europe, c'est pas là où il y a le plus grand marché. Le plus grand marché, il est vraiment sur le post-bac. Si on parle vraiment d'un marché purement business, post-bac et tout ce qui est apprentissage des adultes, apprentissage en entreprise et apprentissage tout au long de la vie, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de ne plus apprendre. Il faut apprendre à désapprendre, il faut apprendre à réapprendre. Et donc, il y a énormément de solutions dans l'apprentissage tout au long de la vie, le lifelong learning qui se développe. Et ces solutions-là sont très, très intéressantes. Et c'est vraiment le segment, encore une fois, cette formation professionnelle, ce lifelong learning, sur lequel on arrive à rentabiliser des projets. On disait il y a un instant qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes de business model quand on était une start-up de la tech. C'est la même vérité pour les investisseurs, Stéphanie. Si tu as choisi de ne pas forcément adresser un fonds tech pur et dur, c'est aussi pour pouvoir répartir les missions et les secteurs sur lesquels investir. Complètement. Nous, en fait, on a une thèse qui est assez généraliste. On veut d'abord, avant tout, des entrepreneurs exceptionnels, avec une approche tech et qui change des façons d'opérer des marchés. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur 3 grands secteurs. Ce qu'on appelle le tech for values, les sujets à valeur dans la tech, dans lesquels on met de l'éducation, on met de la santé tech, on va mettre des projets d'impact comme mec.org. Après, on va voir tout ce qui est plateforme de distribution. Donc, on va travailler sur des sujets comme... on a accompagné Jelly Smack dans les contenus d'influenceurs, Staycation, on peut encore citer Choose, donc des projets très consumer tech, mais qui ont toujours ces mêmes approches de comment on va travailler avec des modèles de distribution qui font que, in fine, c'est efficace à l'échelle. Ouais. Et puis, le deuxième segment, on pourrait d'ailleurs mettre toutes les entreprises, c'est des sujets très tournés vers l'IA, vers la cybersécurité, qui reste un ADN assez fort chez nous. Donc, des projets comme Yogosha, Golem, et toujours avec ce fil conducteur de dire qu'on veut que les entreprises dans lesquelles on investisse et les entrepreneurs partagent nos valeurs. Ouais. Et sans être 100% impact, et un impact sur la société. C'est difficile, Fénia, de pouvoir orienter justement toutes ces pépites, ces startups. Alors peut-être sont déjà scale-up par ailleurs, ont déjà réussi à asseoir une véritable croissance, mais à les orienter vers le bon investisseur ou la bonne investisseur, parce que justement il y a tellement de fonds aujourd'hui différents. Et puis on est dans un contexte aussi où, Stéphanie va nous le confirmer peut-être, où forcément aujourd'hui les investisseurs, dans un contexte futur de récession, d'inflation en tout cas, ont peut-être un petit peu plus de mal à sortir le carnet de chèques tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour aiguiller ces startups et les aider à faire un choix ? C'est une très très bonne question. Il y a plusieurs sortes d'investisseurs et je pense que c'est crucial de choisir le bon investisseur. Il y a plusieurs sortes de fonds. Il y a des fonds qui sont des fonds à impact, qui vont regarder aussi les critères extra-financiers et qui vont vraiment regarder l'impact qu'on a sur la société, qu'on va avoir l'impact sur les jeunes, sur voilà, tout le côté... comment on fait pour créer une société meilleure dans l'éducation, mais il y a plein d'investisseurs qui ne regardent pas forcément l'impact, qui regardent plus tous les critères financiers d'abord, les extra-financiers pas vraiment, et puis il y a des investisseurs qui ont beaucoup plus de temps, donc des business angels, des family office, des familles qui vont avoir plus de temps et qui vont pouvoir investir sur le long terme. Mais si on va vers du VC traditionnel, on sait que les temps sont courts, et donc on va avoir en tant que fondateur une certaine pression, puisque les VC doivent aussi au bout d'un moment voilà, rembourser leurs fonds et vendre leur participation. Donc, c'est vrai que c'est un vrai enjeu pour les startups de choisir le bon investisseur. Le retour sur investissement n'aura jamais aussi bien porté son nom, Stéphanie. Alors, je tempérerai ce que tu dis, Sonia, sur tous les fonds. Il y a des fonds qui sont des fonds à impact. Je pense que nous sommes tous des fonds à impact et on va tous devoir l'intégrer de toute façon dans nos modes de fonctionnement. Nous, on n'est pas un fonds à impact. Entre guillemets, on ne se markete pas comme un fonds à impact, mais on a peut-être fait plus d'investissements à impact que certains fonds qui vont se marketer comme fonds à impact. Et de toute façon, à l'horizon 2 ans, 3 ans, on n'a pas le choix. On est obligé aujourd'hui de prendre en compte ces opportunités économiques, sociétales, environnementales dans nos critères d'investissement. En tout cas, moi, ça a toujours été l'ADN dans lequel j'ai voulu mettre One Ragtime et c'est pour ça qu'on a été à la fois sur des projets très
consumer tech, grand public, et en même temps capable de financer des projets comme StudyTracks, comme Make.org, comme Hive aussi, qui est un nouveau projet qu'on accompagne dans le cloud qui se veut vert, fait par un serial entrepreneur américain et franco-américain, David Gurley, donc qui revient en France faire une très grosse société. Donc ça fait partie de l'ADN, je pense, de tous les investisseurs. On ne peut pas se poser la question de dire on va raisonner financièrement. Non, c'est un tout. Et moi, je sais que ce qui m'anime dans ce métier d'investisseur, c'est justement de pouvoir travailler avec des entrepreneurs qui ont envie d'avoir un impact. Et d'ailleurs, le premier impact qu'on a tous, et c'est pour ça que l'éducation est si important, c'est par le nombre d'emplois qu'on va créer, par les conditions de travail que l'on va offrir à nos collaborateurs. Et je crois que tous, on a un impact. Tous les entrepreneurs ont un impact s'ils prennent en compte cette première mission. Et ça va jamais être d'autant plus important. C'est pour ça que la formation continue. C'est pour ça que l'éducation, c'est si clé dans le développement économique. C'est que si on veut retourner à des niveaux de plein emploi équivalents à celui de l'Allemagne, moi j'étais aux journées du MEDEF et c'était ce que disait Bruno, lundi et mardi, Bruno Le Maire. C'était notre objectif, c'est de retourner à un taux d'emploi de 77%. On est à 68% aujourd'hui en France, 77%. On n'a plus de problème budgétaire. Donc, formons, investissons dans l'avenir et prenons en compte tous, collectivement, ces critères d'impact. On espère que Bruno Le Maire aura aussi entendu passer le message. On lui posera la question. Qui sait peut-être un jour sur ce plateau. Ça nous permet aussi de saluer Marie-Christine Levet qui, elle, a fait le choix justement d'investir dans un fonds 100% EdTech et du capital. 47 millions d'euros investis en 5 ans et 100 millions levés pour un deuxième fonds. Ça, c'était au printemps 2022. Elle viendra aussi très bientôt nous en reparler. On retourne à notre discussion dans un instant, les tendances justement de l'EdTech pour cette rentrée 2022 et puis pourquoi est-ce que parfois, oui c'est vrai, le secteur est un peu boudé par les investisseurs alors qu'il relève surtout et il révèle aussi d'ailleurs des défis majeurs, on en parle dans un instant mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le retour du ZapTech, cette fois-ci avec l'œil d'Edouard Deniau. Rapid rotation and a sharp blade work together to expose the concentric rings on a new saucepan. A foundation of oscillating poles works in unison with a rotating arm to wrap a hay bale in just seconds. Tri-colored ice cream is packaged up neatly every single time with perfect timing.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie pour cette émission de rentrée de Svenja Busson, présidente du European EdTech Alliance. Rebonjour à toi. Et Stéphanie Hospital, investisseur, CEO et fondatrice de One Rectam. Rebonjour. Bonjour. On est toujours en plateau, vous l'avez vu, avec Gaël Musquet, évidemment. Gaël qui, comme l'année dernière, a une idée derrière la tech. Et cette idée aujourd'hui, Gaël, elle tient en 3 lettres, USB. Tout à fait. L'Universal Serial Bus, c'est l'histoire d'un connecteur qui jalonne notre vie depuis près de 26 ans. Et notre quotidien numérique est rythmé par ce port USB à tel point qu'il devient presque transparent. On ne sait même plus trop à quoi ils servent. Ils servent un peu ces câbles. Ça fonction de l'alimentation, des téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, nous font oublier pourquoi il a été inventé à la base en 1996. Et c'est d'ailleurs à cause de cette fonctionnalité en fait, de recharge de nos appareils que j'ai eu l'idée de cette chronique, puisque le 7 juin, les négociateurs du Conseil européen et du Parlement ont décidé que le connecteur USB type C serait dorénavant le connecteur pour recharger tous nos appareils mobiles, donc nos téléphones, nos tablettes, nos appareils photo. À la clé, il y a quand même pas loin de 250 millions d'euros d'économies d'achat de chargeurs à la clé et bien sûr 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. En période de pénurie de composants, on appelle souvent la sobriété énergétique, on peut bien comprendre que cela est opportun à l'heure où on se parle, même si les négociations ont commencé il y a un petit moment. Ah bah si ce n'est pas de la promesse de sobriété, je ne sais pas ce que c'est. En l'occurrence, puis on a tous été confrontés à ce moment hyper énervant où il faut changer le port, il faut changer le câble, mettre des adaptateurs et puis c'est jamais le bon. Et puis forcément, il y a des marques aussi qui aiment bien, d'un coup d'un seul, en fonction des générations de téléphones et de smartphones, changer tout simplement de connectique. C'est très énervant. Mais retour vers le futur, comment est-ce qu'il est né déjà ce port USB ? Alors, je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pousse la chansonnette. En 1996, on a donc, imaginez, un connecteur pratiquement pour chaque usage. Donc, il y avait un connecteur pour le clavier, et ensuite rejoint par la souris, port DIN, PS2. On avait un connecteur pour notre imprimante, le port parallèle. On avait un connecteur pour le lecteur graveur de CD, à l'époque, le SCSI, SCSI. Et donc, les constructeurs décident qu'il fallait un peu rafraîchir un peu tout ça. Donc, en l'occurrence, à l'époque, c'est Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Nortel qui décident de travailler sur un standard pour simplifier nos connecteurs, permettre de se connecter à chaud sur ces différents périphériques que l'on avait autour de nos ordinateurs, permettre de réduire aussi les coûts de développement logiciel, mais aussi matériel. Avoir un seul connecteur, évidemment, ça veut dire qu'on ne produit qu'un seul connecteur pour pouvoir connecter tous nos appareils. Et après la théorie, en 1998, on voit naître le premier port USB 1.1 avec ses 1,5 mégabits par seconde. C'était déjà énorme à l'époque, en mode low speed, 12 mégabits par seconde en full speed. Et un pionnier déjà à l'époque, Apple, même si après, c'est pas forcément illustré sur la standardisation. C'est étonnant. À l'époque, l'iMac G3 est le premier ordinateur à avoir un port USB. L'an 2000, USB 2.0 avec 480 mégabits de débit. 2008, on fait x10 avec l'USB 3 avec entre 4000 et 5000 mégabits, une capacité d'alimentation en plus électrique de 4,5 watts. 2013, USB 3.2, 10 gigabits. 20 gigabits en 2015, 40 gigabits en 2017 grâce à l'USB 4. C'est quand même pas loin de 14 connecteurs différents, USB type A, type B, B pour imprimante, B avec du PA Super Speed, l'USB jusqu'à l'USB type C que l'on a aujourd'hui. USB mini USB, micro USB, mais USB type C. C'est déjà beaucoup trop. 14 connecteurs quand même, en 26 ans. C'est 26 ans, 14 connecteurs. L'USB type C tente à évidemment standardiser un peu tout ça. Et donc on revient grâce évidemment au contexte légal, ce que je disais tout à l'heure avec l'Union européenne, à un seul connecteur, dans l'idéal évidemment pour tous nos appareils. Bon, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on a augmenté les débits au fur et à mesure des 26 ans d'histoire de l'USB, mais est-ce qu'on doit seulement le succès de l'USB à cette question-là, le débit ? Alors, pas du tout, puisqu'en fait, on est passé d'une capacité d'alimentation d'à peine 1 watt avant 2000, en 96-98, à
plus de 100 watts, pratiquement 100 watts aujourd'hui. On a pratiquement fait x100 sur les capacités d'injecter de la puissance sur ces différents connecteurs. On se rend compte d'ailleurs dans les tech. Cette industrie aussi se développe parce qu'on a des standards qui sont arrivés, qu'on a un marché à la fois des appareils, mais aussi des moyens de communication, des ports de connexion qui permettent d'avoir des appareils qui sont de plus en plus standardisés. Et on retrouve ce port USB absolument partout, dans les bus, dans les trains, aux arrêts de bus, dans les avions, dans les aéroports, dans des meubles. Et donc on arrive... Dans des valises même. Complètement. Oui. Même sur des batteries d'appoint, on arrive même, et on le voit sur le stress que l'on peut avoir quand nos téléphones ou nos appareils sont à court de batterie, à quel point, sur la pyramide de Maslow, sur les besoins fondamentaux qu'a l'être humain, à quel point l'accès à l'énergie sur ces différents appareils est fondamental, et on souhaite à tout prix parfois rester connecté. Mais alors, petit conseil d'hygiène numérique, sur l'USB, on commence à rentrer avec de bonnes habitudes. Bien sûr, c'est la rentrée. On ne se connecte pas. On se remet au travail. N'importe comment ce port USB. J'ai tendance à dire dans mes cours d'hygiène numérique que l'USB, c'est comme les IST, les MST. On se protège. On ne connecte pas n'importe quel appareil USB sur son ordinateur. On ne se connecte pas non plus à des chargeurs dans des aéroports sur lesquels on n'a pas forcément une certitude sur ce qui se trouve à l'autre bout du câble et qui permet malheureusement de pirater, de prendre le contrôle ou d'espionner certains appareils sur des ordinateurs en plus qui contiennent, ou des téléphones et des tablettes qui contiennent de plus en plus d'informations sensibles. Et même si c'est tentant, même si vous avez l'impression que vous allez être à court de batterie, restez vigilant sur l'appareil sur lequel vous allez vous connecter. Je rappelle que cet homme est hacker. Il parle d'expérience, en effet. C'est intéressant quand même de revisiter l'histoire de l'USB. D'abord parce que c'est dans non seulement les programmes, aussi des cours de technologie aujourd'hui dans l'éducation nationale, mais aussi parce que ça nous dit bien quelque chose de la façon dont on voit évoluer aussi ces technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie, Svenia, vous avez l'impression que c'est l'appareil qui dicte l'usage, ou est-ce qu'on est en train d'inverser la tendance ? Je crois que c'est surtout la capacité du réseau qui va dicter l'usage, parce que tout ça, tous ces appareils, ça tourne à partir du moment où on a une connectivité qui tient la route, aussi bien en haut débit filaire qu'en haut débit mobile. Donc un des enjeux, et souvent on parle de numérique, on oublie que pour avoir du numérique, il faut avoir la capacité de fournir de ce haut débit. Moi je me rappelle au début quand j'étais chez Orange, j'avais quand on a lancé la 3G, on se demandait nous les personnes produits de l'équipe Orange, qu'est-ce qu'on allait trouver comme usage pour remplir tous ces tuyaux devenus possibles par le mobile. Et puis quelques années après, en fait, on se rend compte qu'on a un des vrais sujets, c'est on n'a jamais assez de connectivité. On a toujours besoin d'avoir un réseau. Donc oui, l'iPhone a permis le développement de l'Internet mobile. Donc le device est très très important, mais c'est device plus réseau. Et ça aussi, alors dans un monde où on va être dans une sobriété énergétique, on va avoir des cyberattaques de plus en plus fortes. Qu'est-ce qui se passe si demain notre réseau tombe ? Qu'est-ce qui se passe si demain on a une panne électrique ? C'est Gaël qui... Gaël sera littéralement derrière en train d'essayer de réparer les failles de sécurité, c'est un peu ça l'idée ? Exactement, l'idée, on l'a dit sur ce plateau, c'est une des premières failles qu'on cherche à exploiter, c'est la panne électrique, c'est la rupture réseau, c'est le brouillage sur ces réseaux. Effectivement, un de mes rôles aujourd'hui sur les écoles dans lesquelles j'interviens, c'est aussi de préparer en cas de crise les plans de reprise d'activité et les plans de continuité d'activité avant, après, pendant une attaque, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit au niveau du réseau. Cybersécurité fondamentale, on l'a vu notamment pour les hôpitaux depuis plusieurs mois et encore il y a quelques jours dans l'actualité récente. Cybersécurité fondamentale aussi pour les écoles, on s'en doute bien. Je voulais revenir sur la question de la connectivité avec toi, Svenia, parce que est-ce qu'on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, c'est parfois un frein à l'arrivée de l'EdTech à l'école, vraiment sur la partie K12, en se disant, oui, s'il n'y a pas de connectivité, s'il n'y a pas assez de débit, on ne peut pas faire fonctionner toutes ces plateformes, toutes ces applications, tous ces produits et services que l'EdTech nous propose. C'est vrai, après il y a pas mal d'applications qui fonctionnent aussi
hors ligne, surtout dans les pays en voie de développement où il y a très peu de connectivité et surtout en Afrique où j'ai eu beaucoup de solutions hors ligne qui fonctionnent très très bien sur du mobile, même du SMS learning qui est très très courant en Afrique où on apprend par SMS. Voilà, on apprend avec ce qu'on a, quoi. C'est vraiment l'innovation frugale. Donc le hors ligne, ça existe. Et puis en Europe, on a quand même au moins une salle informatique par école avec du filaire. Bon, ce ne sera pas du Wi-Fi, mais les écoles sont notamment ont notamment ces salles informatiques et donc je vois beaucoup d'applications qui se font aussi sur les PC informatiques des salles informatiques des écoles. Donc on n'a pas forcément besoin toujours de Wi-Fi, on peut aussi le faire en filaire dans la salle informatique, même si c'est vraiment la base de la base, quoi. Ouais. Et ça, justement, cette adaptabilité, cette agilité par rapport aux conditions techniques, j'allais dire très simples, qui sont aujourd'hui présentes à l'école, c'est forcément une donnée que les EdTech prennent en compte dès le départ, dès la conception du produit. Elles doivent le prendre en compte. Je pense que c'est hyper important, surtout si on veut pénétrer les écoles, même si évidemment ça évolue. En Allemagne, on a le Digital Pact de 5 milliards qui s'est mis en place là pour mettre un réseau Wi-Fi assez puissant dans toutes les écoles allemandes. Donc toutes les écoles vont être, elles le sont déjà, connectées au Wi-Fi dans les prochaines années. Donc il y a des grands pactes digitales qui se mettent en place dans plein de pays européens. Enfin bon, on n'est pas encore là partout, quoi. C'est pas... Ouais. Stéphanie, rapidement. Je crois que c'est un vrai sujet de compétitivité pour nos EdTech et pour notre secteur éducatif. Sans équipement, sans réseau, sans connectivité, on peut penser devenir le champion du numérique, mais on fera des champions qui roulent à 2 à l'heure. Ouais, pas de data, pas de business, mais pas de réseau, pas de data. Donc au moins, c'est plus simple. On revient justement à notre discussion tout de suite sur la rentrée de ces EdTech avec Stéphanie Svenia et évidemment avec Gaël dès qu'il le souhaite. Petit appel du pied comme ça en lancement de deuxième partie pour Gaël. Évidemment, tu rejoins la conversation quand tu le veux avec nos invités du jour parce qu'on va se demander justement vers quelle tendance il faut aller pour regarder cette saison, pour pouvoir comprendre comment les EdTech vont continuer sur leur lancée pour cette rentrée de septembre 2022 et aussi année scolaire 2023. Parce qu'on disait en première partie de cette discussion... Aujourd'hui, les EdTech, elles portent les défis majeurs du monde de l'éducation. D'abord, sur les questions de pénurie d'enseignantes. On sait qu'on va avoir une pénurie majeure pour 2030 et ce n'est pas le cas uniquement en France. On a beaucoup parlé justement pour ce 1er septembre, cette rentrée, de ces 4000 professeurs qui manquaient dans les classes et qu'il fallait trouver donc un prof dans chaque classe ou un prof dans chaque smartphone pour les EdTech en l'occurrence. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Allemagne, où le salaire des profs et des jeunes professeurs et enseignantes est le double de celui des jeunes professeurs français. Mais il manque déjà, on le sait, des postes d'enseignants et d'enseignantes en Allemagne, 15 000 je crois en 2019. Oui, tout à fait. On en aura quasiment 26 000 à aller trouver pour 2024, c'est littéralement demain. Oui, et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le salaire des profs et l'attractivité du métier. C'est des données de l'OCDE, de PISA, qui dit qu'en fait, même si les salaires des profs sont très élevés, il n'y aura pas forcément plus de profs et le système ne sera pas plus efficace. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, oui, évidemment, avoir un salaire décent. Donc là, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait un salaire minimum d'entrée pour être prof qui est bien au-dessus de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est la moindre des choses, je dirais. Et après, il faut rendre cette profession vraiment... il faut la rendre attractive. Et il faut que les conditions de travail soient là. Il faut qu'ils puissent évoluer dans leur carrière. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille. Et surtout, il faut les former tout au long de leur vie. Il faut investir dans leurs compétences pédagogiques et investir du temps et de l'argent pour les faire progresser. Est-ce que c'est pas justement un bon sujet, ça tient pour une start-up EdTech, la formation des profs au numérique? Si, j'y pensais justement qu'en vous écoutant, je me disais là, il y a certainement un sujet, tout comme le fait de promouvoir des passerelles entre le secteur privé et le secteur public, et de rentrer dans un système où on peut avoir des professeurs qui sont peut-être une journée par semaine, et la journée qu'ils consacrent, elle va être très utile, elle va permettre de renforcer sur des apprentissages. Alors ça se fait beaucoup pour la formation au-delà de 18
18 ans, mais un peu moins pour les enfants ou les collégiens. Donc ça, c'est clairement un des grands enjeux. Je crois beaucoup aussi à tous les modèles d'éducation à distance, parce que on l'a bien vu en temps de Covid. Nous, on a eu la chance de pouvoir avoir nos enfants qui continuent d'aller à l'école en présentiel en temps de Covid, mais pandémie, problèmes énergétiques, on coupe les transports. Je ne veux pas paraître dramatique. Oui, moi non plus, je ne veux pas nous porter l'œil, mais ça peut revenir d'actualité à un moment. On n'est jamais que dans les années 2020, on sait qu'il faut rester agile et créatif. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit capable d'offrir aussi une éducation à distance pour lutter contre le décrochage scolaire, contre les inégalités. Absolument. Moi, je regarde aujourd'hui notre système éducatif et je me dis, mais on a accentué les inégalités puisque aujourd'hui, le soutien scolaire... oui, c'est quand on a les moyens, on peut offrir du soutien scolaire à ses enfants, mais ça crée une inégalité de plus. Alors je crois qu'un des enjeux de l'éducation et un des enjeux pour nos EdTech, c'est de redonner à tous l'égalité des chances, et ça passera par une éducation à distance, ça passera par une éducation qui permette à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à du soutien, ça passera aussi par des conditions de travail pour les profs et pour les étudiants qui permettent d'avoir un vrai apprentissage. Je crois qu'aujourd'hui, les classes de 30 élèves, on est en train de revenir sur les petites sections où on a des classes à 15-20 étudiants. Mais il faut qu'on démultiplie le nombre de classes et donc qu'on rende beaucoup plus attractifs les conditions de travail et d'apprentissage pour à la fois les professeurs et les étudiants. Et notamment sur la question du soutien scolaire, on recevra ce lundi à Superprof et Cartable pour essayer de comprendre comment justement les EdTech peuvent trouver notamment des solutions à l'abaissement du coût, tout simplement, du soutien scolaire. Gaël. Une crise de vocation, en fait, sur plusieurs métiers et pas uniquement sur les métiers de l'éducation. Alors, pour moi, le métier de l'éducation et le manque de vocation sur l'éducation est plus critique que d'autres, parce que c'est justement dans ces temps-là, quand je reçois des enfants de 3e et que je leur demande, ou même de centre aéré comme la semaine dernière, et que je leur demande ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard, le décrochage, il se fait vraiment au niveau de la classe de 3e où, au moment de l'orientation, beaucoup sont perdus. Autant ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire au primaire, arrivé au collège, il y a un décrochage. Et si ces enfants sont en plus témoins des difficultés auxquelles sont confrontés leurs professeurs, je peux vous dire qu'à ce moment-là, la vocation, elle ne peut pas forcément être triviale. Donc c'est très important en fait, que les moyens, évidemment, soient mis sur ces élèves aujourd'hui, parce que dans 5 ans, ils sont techniquement sur le marché de l'emploi, et qu'ils puissent aussi profiter de leurs professeurs dans de bonnes conditions, avec du matériel et aussi des interventions, comme tu le disais, qui permettent en fait de donner envie d'occuper ou d'occuper ces fonctions. On parle des filles, on parle de filières scientifiques, de mathématiques, etc. L'éducation n'y échappe pas. Et on reviendra justement évidemment sur tous ces enjeux tout au long des saisons d'école du futur. Mais je voulais d'abord vous demander, ou presque à la fin en fait de cette émission, mais c'est pas très grave, vous demander, est-ce qu'il faut être forcément tech pour être une EdTech ? Non, je crois pas. Je crois qu'on peut être... en fait, la tech, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Donc, c'est un moyen d'être plus efficace. On a des méthodes d'apprentissage qui, au contraire, disent qu'il ne faut pas d'écran pour les enfants avant 4-5 ans. Je crois que c'est plus un état d'esprit. Ouais. C'est dire, être une EdTech, c'est prendre un nouveau marché et se dire comment développer un nouveau usage et comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur ce marché par une façon d'opérer qui soit différente. Le numérique, la proposition, la valeur ajoutée vraiment du niveau de technologie dans les propositions EdTech. Pour toi, Svenja, ça reste finalement la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'on peut aussi se dire que l'EdTech, c'est de l'innovation sociale avant tout ? Oui, absolument, absolument. Je pense qu'il faut mettre le ed avant le tech. C'est vraiment ce qui compte ici. C'est la pédagogie, la qualité des services qu'on va offrir à nos apprenants et surtout l'impact qu'on va avoir sur leur apprentissage et sur leurs conditions d'apprentissage. Donc oui, le ed doit passer avant le tech. La tech est un outil, ne va pas résoudre tous nos problèmes. Loin de là, ce qu'il faut vraiment travailler, c'est l'usage et transformer l'usage. Parce que si j'ai vu beaucoup de technologies qui étaient en fait une reproduction de ce qu'on faisait sans technologie. Par exemple, les tableaux blancs numériques interactifs qui remplacent les tableaux noirs à craie. Ça n'a aucune innovation. Si le prof reste statique, si la salle de classe reste statique et que le cours est descendant. En revanche, il y a plein de solutions qui transforment en fait l'ambiance, mais même aussi la dynamique de classe, c'est faire en sorte que les élèves participent, qu'ils soient vraiment acteurs de leur apprentissage, et c'est vraiment le but, je crois.
dans le driver's seat, dans vraiment le poste du pilote, justement, pour pouvoir mieux piloter l'EdTech et l'école. Dernière question très rapidement, quelles sont les tendances auxquelles vous allez être toutes les deux extrêmement attentifs pour cette saison 2022-2023 de l'EdTech? Est-ce qu'il y a déjà des idées, des secteurs en particulier, des segments sur le marché qui t'intéressent? Alors, tout ce qui va être autour de la gamification, je crois, ça c'est une tendance quand même assez forte. C'est au cœur de StudyTracks quelque part. On apprend, mais on apprend en chanson, c'est beaucoup plus ludique. Tout ce qui va être autour de l'adaptative learning par la mesure en fait de est-ce que j'apprends au même rythme que les autres. Nous on a investi dans une société qui s'appelle Antescofo qui fait une application Métronote pour apprendre justement à jouer des instruments en étant mesuré à travers une application iPhone, Apple. Donc ça fait aussi partie des tendances. On aura peut-être des sujets à très long terme autour d'environnement immersif, d'apprentissage, mais je crois que ça va prendre encore un petit peu de temps. Le métavers n'est pas forcément voilà, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ça fait partie des inspirations. Et tout ce qui va nous permettre aussi de mesurer mieux l'efficacité de l'apprentissage. Je crois qu'il faut qu'on mette une dose de mesure d'impact cognitif dans toute la façon dont on construit nos programmes éducatifs, nos applications. Et je crois que là-dessus, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose encore. Je serais curieuse d'en parler après, mais c'est un sujet où on ne sait pas finalement ce qui va avoir le plus d'impact sur la façon d'apprendre. En tout cas, on a des idées, mais on les mesure peut-être pas suffisamment. Et dernier sujet, mais qui va un peu au-delà. On va avoir des besoins de formation dans les années qui viennent sur des nouveaux métiers. Je crois qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper quels sont ces nouveaux métiers, de les mesurer pour pouvoir former les écoles ou en tout cas identifier les dispositifs qui vont permettre d'aller sur ces nouveaux métiers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu aussi dans le flou sur ces nouvelles formations. Et puis ça va de plus en plus vite. Il y a 10 ans, on ne serait pas posé la question d'une formation cybersécurité avec une école dédiée. Donc là aussi, ces nouveaux métiers, l'éducation sur ces cycles doit être capable de les anticiper. Les métiers du futur, on vous rappelle, c'est notre chiffre favori ici, 85% des métiers de 2030 sont encore en cours de co-création. Ça tombe bien, on en parlera encore toute cette saison dans l'école du futur. Svenja, tu reviendras pour nous parler des tendances que tu vois justement émerger sur le marché de la tech au niveau européen. Merci à Gaëlle, comme d'habitude, pour tes idées derrière la tech et tes interventions. Merci à Stéphanie de nous avoir rejoints aussi pour cette émission de rentrée. Je vous donne rendez-vous dès demain avec une nouvelle formule, le club de l'école du futur. On va débriefer l'actu en s'amusant. À demain.